Bonjour, bienvenue au cours des probabilités et statistiques. Aujourd'hui, nous allons aborder les intervalles de confiance. Pourquoi avons-nous besoin d'intervalles de confiance? En fait, toute mesure implique une erreur de mesure. Les mesures, en général, sont faites sur des échantillons ou des éprouvettes. Et donc, tout échantillonnage est une mesure. Ainsi, tout échantillonnage implique une erreur d'échantillonnage. Pour être précis, nous devons accompagner toute mesure de leur précision, c'est-à-dire d'indiquer quelle est l'erreur de cette mesure. Par exemple, si une mesure nous donne la valeur 10,1, mais nous avons une erreur de mesure qui est de l'ordre de 0,4, il convient d'écrire 10,1 plus ou moins 0,4 pour indiquer que la valeur 10,1 n'est pas certaine, mais qu'il peut avoir une erreur de l'ordre de 0,4. Du point de vue des probabilités et statistiques, nous sommes en train de donner une moyenne et un écart type. Ici, la moyenne est la valeur de la mesure, 10,1. Et 0,4 mesure la dispersion possible de la mesure, c'est-à-dire l'écart type. En écrivant 10,1 plus ou moins 0,4, nous donnons une marge d'erreur pour la mesure. Nous indiquons à celui qui la lit qu'il ne s'agit pas d'une valeur certaine, mais d'une valeur qui contient une marge d'erreur que nous indiquons dans la mesure. Il faut noter que cette marge d'erreur est une marge d'erreur probable. On peut toujours, dans des situations particulières, avoir des erreurs qui sont plus grandes. Mais la probabilité d'erreur supérieure à cette marge est très faible. Donc, nous voyons qu'il faut pouvoir donner à côté d'une mesure ou de n'importe quelle donnée leur marge d'erreur. Prenons un exemple. Par exemple, on réalise 5 mesures de la résistance en compression du béton originaire d'un fournisseur dans un même laboratoire. On retrouve des résultats différents pour chaque éprouvette, 18, 17,5, 19, 20 ou 18 MPa. Comme les valeurs sont différentes, on se pose la question, quelle est la vraie résistance? Quelle est la marge d'erreur qu'on peut attribuer à cette résistance? Usuellement, on évalue la résistance moyenne, c'est-à-dire que nous prenons les chiffres dont nous disposons et nous faisons une moyenne pour donner une valeur à la résistance. En effet, la moyenne est le meilleur représentant d'une série de données au sens des moindres carrés. Vous trouverez dans les cours écrits la démonstration de cette propriété. Quant à l'écart type, il est l'erreur moyenne commise lorsqu'on remplace la série de données par la moyenne. À nouveau, vous retrouverez dans les cours écrits la démonstration de cette propriété. Reprenons notre série de mesures 18, 17,5, 19, 20 et 18. Si l'on calcule la moyenne, l'on obtient 18,5 MPa. Et l'écart type de cette série est de 1 MPa. Donc, on peut représenter cette série, les résultats de cette série, en écrivant
18,5 plus ou moins 1 MPa pour signifier que nous avons trouvé une moyenne de 18,5 et une dispersion de 1 autour de cette moyenne. Nous pourrions penser qu'avec cette démarche, nous avons réussi à donner au lecteur toutes les informations nécessaires. Il voit la moyenne et en même temps, il voit la marge d'erreur. Malheureusement, il peut se passer quelque chose d'autre. Par exemple, que se passe-t-il si quelqu'un d'autre, dans un autre laboratoire, fait des mesures sur les mêmes bétons du même fournisseur? Bien évidemment, une autre série de mesures dans un autre laboratoire peut donner des résultats différents. Par exemple, supposons qu'on ait trouvé ces valeurs qui sont données ci-dessus. Pour ces valeurs, la moyenne est de 18,25 et l'écart type est de 1,7. Donc, ces laboratoires arrivent à la conclusion qu'on doit écrire 18,25 plus ou moins 1,7. Nous avons donc deux évaluations distinctes. Dans la première, nous retrouvons 18,5 plus ou moins 1. Et dans la deuxième, 18,25 plus ou moins 1,7. On constate que la deuxième évaluation donne une résistance légèrement inférieure. Mais elle donne surtout une plus grande dispersion. Il est clair que nous avons besoin d'une méthode qui nous permette de prendre en compte les mesures des deux laboratoires. Comment donner une marge d'erreur intégrant les mesures des deux laboratoires à la fois. On peut aussi se poser la question de la compatibilité de ces deux résultats. Sont-ils compatibles entre eux ou non? Puis, on peut se poser encore une autre question, c'est comment comparer ces deux résultats entre eux. Les probabilités statistiques fournissent des outils pour répondre à ces questions. La question de la marge d'erreur est répondue par les intervalles de confiance. Quant à la comparaison ou compatibilité des résultats, elle est répondue par les tests d'hypothèse. Ici, nous allons étudier les marges d'erreur, c'est-à-dire les intervalles de confiance. Nous étudierons comment attribuer une marge d'erreur à une moyenne, mais aussi pour l'écart type des mesures. Les méthodes que nous allons exposer reposent sur deux théorèmes. Le premier est le théorème de la limite centrale, qui dit que si l'on considère un échantillon d'une variable x qui a une moyenne et une variance finie, nous pouvons approcher les moyennes sur l'échantillon par des lois de Gauss. Vous trouverez ces théorèmes et sa démonstration dans les cours écrits. Le deuxième résultat est le théorème de Cochran, qui dit que si nous considérons un échantillon d'une variable aléatoire gaussienne, la moyenne de l'échantillon, l'écart type d'échantillon et la somme des carrés des écarts avec la moyenne suit une loi soit gaussienne, soit de Student-Fischer, soit de Qui2. Les distributions sont donc connues. Vous trouverez la démonstration de ces théorèmes dans les cours écrits. Grâce à ces théorèmes, on connaît la distribution de certaines variables. La première, c'est la moyenne empirique moins la moyenne réelle divisée par l'écart type divisé par la racine du nombre de mesures, qui suit une loi de Gauss
normale des moyennes 0, écart type 1. Rappelons la définition de la moyenne empirique. La deuxième variable est celle où l'on remplace l'écart type par l'écart type de l'échantillon. Cette variable suit une loi du Student-Fischer à n-1 degré de liberté. Rappelons aussi la définition de l'écart type de l'échantillon. Nous connaissons aussi la distribution de Q2 sur sigma 2, c'est-à-dire de la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne réelle divisé par les carrés de l'écart type. Cette variable suit la loi du Q2 à n degrés de liberté. Enfin, nous connaissons la loi de la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne empirique divisée par l'écart type au carré. Cette variable suit la loi du Q2 à n-1 degré de liberté. Or, lorsque nous connaissons la loi d'une variable V, on peut définir un intervalle de confiance pour cette même variable. Pour cela, on fixe un risque alpha, compris entre 0 et 1. En général, on choisit alpha petit. Le nombre 1 moins alpha est la confiance. Avec ces données, on détermine une plage de valeurs Vmin, Vmax, pour lesquelles on a une probabilité de 1 moins alpha pour la variable V. Puis, on néglige les compléments de cette région. C'est-à-dire que comme la probabilité d'avoir V qui ne se trouve pas dans cette région, V plus petit que Vmin ou supérieur à Vmax, cette probabilité est alpha, qui est considéré comme petit, donc négligeable. Ainsi, on suppose qu'en pratique, on ne trouve jamais des valeurs de V inférieures à Vmin ou supérieures à Vmax, car la probabilité est trop faible. En faisant cette hypothèse, la valeur observée doit être une valeur qui vérifie Vmin inférieur ou égal à la valeur observée inférieure ou égale à Vmax. Cette inégalité limite les valeurs possibles des paramètres intervenant dans la définition du V, ce qui nous donnera des intervalles pour ces paramètres. Par exemple, prenons la variable z égale à x bar n moins m divisé par sigma sur racine de n. Si nous avons une limitation de type zmin inférieur ou égal à z inférieur ou égal à z max, alors nous avons évidemment zmin inférieur ou égal à x bar n moins m sur sigma sur racine de n inférieur ou égal à z max. Par conséquent, en multipliant tout par sigma sur racine de n, nous retrouvons une inégalité pour x bar n moins m, ce qui se traduit au final pour une inégalité pour m. Nous avons donc m qui doit être compris entre x bar n moins z max sigma sur racine de n et x bar n plus z min sigma sur racine de n. Ceci définit un intervalle de confiance 1 moins alpha pour la valeur de m. Dans la définition de cet intervalle, tous les paramètres sont connus. Nous avons x bar n, z max, n et sigma qu'il faut supposer connu. Lorsqu'il n'est pas connu, nous utiliserons l'autre variable qui est la variable qui suit la loi du Student-Fischer. Prenons un autre exemple. Considérons Q2 égale à Q2 divisé par sigma 2. Si nous avons une limitation pour cette variable,
Soit par exemple, elle se trouve bornée par Q de min et Q de max, alors nous avons Q de min et Q de max qui bornent la valeur de Q2 sur sigma 2. Par conséquent, sigma 2 s'y trouve entre la valeur Q2 divisé par Q2 max et la valeur Q2 divisé par Q2 min. Et nous avons encore un intervalle de confiance en moins alpha. C'est l'intervalle de confiance pour sigma au carré. Si nous souhaitons un intervalle pour sigma, nous devons prendre la racine carrée des bornes de l'intervalle. Et dans l'hypothèse où m ne serait pas connu, nous devons utiliser la deuxième variable précédemment introduite. Comment détermine-t-on les valeurs minimales et maximales? En général, on distribue la probabilité alpha à l'égalité des deux côtés de la valeur recherchée. Par exemple, on imposera que la probabilité de V inférieur ou égal à V min soit égale à alpha sur 2 et que la probabilité de V supérieur ou égal à V max soit égale à alpha sur 2 aussi. Bien entendu, il peut y avoir des situations particulières où vous avez des raisons ou des arguments pour ne pas procéder de cette manière et placer toutes les probabilités d'un seul côté des valeurs recherchées. Par exemple, vous pourriez les placer entièrement à gauche si vous avez des raisons valables pour cela. Bien évidemment, dans ces cas, à droite, la probabilité serait nulle. Et bien entendu, il est aussi possible de faire le contraire. Tout dépend des raisons que vous avez pour choisir une de ces approches. Examinons la détermination des Vmin et Vmax lorsqu'on travaille avec la moyenne. Dans ces cas, les distributions en jeu sont la distribution normale des moyennes 0 écart type 1 et Student-Fisher à n-1 degré de liberté. Dans ces cas, la plage des valeurs est R. En général, c'est-à-dire sauf les cas particuliers où vous avez des raisons pour faire autrement, on prend un intervalle symétrique autour de l'origine. Dans ces cas, Vmax est égal à V alpha et Vmin égal à moins V alpha. Ce qui conduit à la probabilité de V inférieur ou égal à V alpha égale à 1 moins alpha sur 2. C'est-à-dire que pour T ou Z, nous avons probabilité de T inférieur à T alpha égale à 1 moins alpha sur 2 ou probabilité de Z inférieur à Z alpha égale à 1 moins alpha sur 2. Rappelons que la distribution de T est Student-Fisher à n-1 degré de liberté et la distribution de Z est normale des moyennes 0 écart type 1. Lorsqu'on considère des variables qui suivent la loi d'Uki 2, la plage des valeurs, ce sont les réels positifs. Dans ces cas, nous prenons un intervalle défini autrement. On garde le principe de placer alpha sur 2 du côté de Vmin et alpha sur 2 du côté de Vmax. Mais dans ces cas, la variable est différente et la loi est différente. Nous devons par exemple chercher ces deux valeurs dans la table du Ki2 de n-1 degré de liberté. Ou alors les valeurs à droite. La différence entre la colonne de gauche et la colonne de droite est si M est connu, si la moyenne réelle est connue, nous nous trouvons à droite, ou si la moyenne réelle n'est pas connue, nous nous trouvons à gauche. Voilà, nous arrivons à la fin de l'exposé sur les intervalles de confiance. Ces résultats sont à mettre en œuvre dans les exercices. Merci.
Au revoir.